Un petit héros de Fédor Dostoïevski. Fédor Dostoïevski tisse une triangulation affective des plus platoniciennes entre un garçon de 11 ans, qui est le narrateur, et deux belles jeunes femmes de l'aristocratie russe. L'une d'elles, surnommée la blonde et décrite par le narrateur comme une femme d'une grande beauté, avait la fâcheuse habitude de mettre le jeune garçon dans l'embarras. Faut-il préciser que les descriptions que fait l'auteur de cette délicieuse blonde ne pourront qu'accroître l'intérêt du lecteur masculin. Quant à la lectrice, je dirais simplement qu'elle y trouvera quelques raisons de se miroiter. L'autre femme à qui le narrateur doit toute sa passion est une jeune dame, une lointaine parente de notre blonde et surtout son amie la plus chère, et qui, nommée Madame M, avait en plus de sa beauté une nuance qui la distinguait manifestement du reste des jolies femmes. Cette distinction naturelle animait son visage d'une sorte de grâce toute humaine qui produisait en celui qui la regardait bien des sentiments affectueux. Mais cela n'empêchait guère de remarquer une douce agitation mélancolique dont elle avait peine à se défaire, tant son âme souffrait peut-être un peu nerveusement d'une flétrissure causée par un cœur entièrement conquis. Elle appartenait à cette classe d'êtres qui prennent à ces profondeurs du sensible ses plus délicates expressions et qui, avec une gracile pénétration, meurent en elles-mêmes avec une infinie patience. Madame M était grande, souple et bien faite, quoiqu'un peu mince, précise le narrateur, et qui, contrairement à la perfide blonde, ardente et pétillante, qui prenait plaisir à l'humiliation, maintenait d'elle-même une bienséance pour amener autrui à se comporter comme telle. C'est de cette femme que le narrateur, quand il eut 11 ans, tomba amoureux. Et bien qu'elle était mariée à un homme qui s'accommodait de ne faire exactement rien du fait de son rang, et qui de la volonté n'en avait certainement pas pour cela, mais qui avait tout de même ces qualités d'homme du monde qui, dans les salons et les cercles mondains, lui permettaient de se faire admirer, elle n'en demeurait pas moins absente là où d'autres femmes, plus raisonnables et moins affectées, auraient feint le bonheur pour préserver cette prospérité que l'on ne retrouve que là-haut. L'engagement entre les deux époux ne se voyait ni dans l'affection ni dans la complicité. La relation semblait plutôt distante, voire apathique, révélant ce qui est en usage dans ces sphères, du point de vue de l'arrangement strict entre deux familles, où l'union ne sert qu'à préserver la qualité de la lignée pour que le capital demeure entre de bonnes mains. Mais il semblait que pour Madame M, cela ne suffisait pas. En effet, bien que ses larmes la trahirent aux yeux du garçon et qui pouvaient provenir de l'inconséquente relation avec son mari, sa tristesse se fit donc précieuse pour le narrateur quand il fut jeune, qui vit là une opportunité de se rapprocher d'elle. La fin de l'histoire renseignera sur la cause de cette tristesse, qui, soigneusement cachée pour Madame M, se révélera des plus classiques, mais qui, pour notre narrateur, toujours âgé de 11 ans au moment des faits, sera soigneusement confinée dans son cœur comme une expérience d'être qui lui fit achever sa première enfance. Cette Madame M lui avait fait donc passer dans l'âme une bienveillance pleine de ce qui la constituait profondément, c'est-à-dire de cette délicatesse qui lui fut attribuée par la nature, comme le fut la force pour Samson, et qui, comme une étreinte qui empoigne le corps et qui, à cause d'une trop grande pression, laisse une empreinte chamarrée sur la peau, particulièrement foncée, lui a bruni si intensément sa petite poitrine qu'il fixa à cœur cette sorte de transfiguration. Je n'irai pas à dévoiler les raisons qui ont rendu notre garçon de 11 ans méritant et brave, mais je puis dire, pour ne pas ôter au lecteur sa curiosité, que les situations qui l'ont mené à l'héroïsme constituent des actes de chevalerie que la gente féminine aime à lire pour ensoleiller son cœur et qui, passionnément, comme si elle fût naturellement le réceptacle adéquat de l'amour, exigent que l'homme se conforme comme tel pour ne pas que l'amour se flétrisse dans d'obscurs désirs. Du point de vue du style, et bien que celui-ci nous fasse éprouver en quelque mesure celui de Marcel Proust, l'auteur nous promène avec une sorte de légèreté savante qui, agrémentée de je ne sais quelle saveur, nous fait glisser lentement vers une appréciation singulièrement russe de la vie. J'ai pu remarquer très régulièrement l'usage de l'humilité, de la timidité et de l'humiliation que l'auteur fait arborer par le rougissement. Quoi que de plus naturel dans une société où le savoir-vivre chrétien a rendu l'esprit beaucoup plus sensible à ses propres défauts, de sorte que c'est par cet état d'être que le narrateur rend sensible la délicatesse des êtres qui œuvrent à son histoire. Pour le lecteur incandescent, la chose est entendue, mais pour le lecteur inconscient, si la vulgarité lui fait penser à de la faiblesse, il n'est pas alors en mesure de saisir toute l'obligeance de l'auteur, et avec laquelle il enlumine son narratif à la manière d'un sculpteur italien qui, sur le marbre, a cristallisé une translucide carnation savamment poudrée. Le lecteur devra, s'il n'est pas accoutumé à ce genre littéraire, percer l'écorce d'orgueil qui pare ses sentiments,
et chercher ce qui de lui-même est à humilier. Un sens moral aigu est à même de faire ressentir au lecteur cette conscience d'être fragile. Le rougissement est le signe d'une exactitude de perception de soi et des autres. Ce feu qui brûle le visage est ardent à dévoiler cette vibration de l'être qui en lui-même extirpe vers la surface ce que bien d'autres maintiennent caché pour leur plus grand malheur. De même, un autre grand auteur russe, Ivan Tourgueniev, dans Les eaux tranquilles ici, et que l'on abordera très prochainement, manie tout aussi bien l'affection que l'on a évoquée, et la fait sienne pour souligner la délicatesse de la charmante Marie Pavlovna. Cette fille convenable et gracieuse est pour Tourgueniev cette toile blanche sur laquelle il empourpre délicatement le grain pour faire surgir cette virginité enflammée qui attend l'amour, comme cette lumineuse vierge à l'enfant de Fouquet qui aurait dû, au regard de cette présence ardente de la poitrine parfaitement pleine et ronde de la Vierge, être nommée la Madone au sein. Plus prosaïquement, quoique, le feu qui enflamme régulièrement ses joues, celle de Marie Pavlovna, n'en demeure pas moins un trait d'innocence que les auteurs russes aiment à user pour souligner, malgré les grands froids, la pureté de leur âme. Leurs femmes, que l'on sait superbes et fertiles, sont parmi les foules de femmes qui peuplent les autres grandes nations, des Vénus que les peintres des mots ont magnifiquement déployées dans leurs histoires. À cela, pour parfaire le portrait de ces femmes et pour renforcer le rouge qui enflamme l'épiderme, Dostoïevski, comme beaucoup de ses compatriotes romanciers, exalte en de petites touches la blancheur laiteuse de leur peau, comme si ce teint était d'une suprême vanité. Le lecteur ayant lu le chef-d'œuvre de Melville pourra apprécier, parce que tout un passage mystifie la couleur du cachalot, l'effet symbolique de cette carnation. Quoi qu'il en soit, notre auteur mène son histoire à bon trot, et bien que le lecteur de passage dans cette atmosphère bourgeoise se délectera du talent de notre auteur, qui rend compte admirablement des sentiments les plus raffinés et qui aujourd'hui, dans l'extraordinaire pléthore de vulgarité et de muflerie, paraissent presque grotesques, il en sortira appauvri et desséché s'il se voyait décrit tel qu'il est, par la plume d'un écrivain qui de Proust ou de Dostoïevski aurait pris toute l'acuité, pour ne pas dire toute l'acidité.